Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de votre édition, les audiences du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a reçu ce vendredi l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate est en fin de mission. Le président de la République a également reçu le Premier ministre malien. Le pont Félix Houphouët-Boigny en chantier depuis ce vendredi matin. Vieux de 61 ans, l'ouvrage a subi le poids de l'âge. Le Premier ministre Mamadou Coulibaly a procédé ce matin au lancement des travaux de réhabilitation du pont. Le dialogue politique inter-togolais toujours dans l'impasse. Après plusieurs semaines d'interruption, gouvernement et opposition n'ont pu reprendre les discussions le 26 mars dernier comme prévu. Eh bien, ONG et associations africaines de la société civile sont montées au créneau. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt à la une de ce journal, les audiences du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a reçu ce vendredi l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Notez que le diplomate est en fin de mission. Le président de la République a également reçu le Premier ministre malien et avec ses hôtes, il a été question de coopération. C'est ce que nous dit Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Mali continuent d'avancer ensemble pour un développement intégré des deux pays et de la sous-région ouest africaine. Le Premier ministre malien, Boubèye Maïga, au terme d'une visite de travail de 48 heures à Abidjan, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour Boubèye Maïga de faire le point sur la situation sécuritaire au Mali, le G5 Sahel, les échanges commerciaux et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'ai fait le point de la situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali en particulier, en mettant l'accent sur les efforts que nous sommes en train de déployer à l'intérieur du pays, de nos frontières, pour consolider la paix et la sécurité des populations. Et puis notre articulation aussi dans le cadre du G5 Sahel, la force conjointe que nous avons et pour laquelle nous sollicitons le soutien, l'accompagnement diplomatique de la Côte d'Ivoire qui, comme vous le savez, est même non permanent du Conseil de sécurité. Sur le plan économique, nous avons fait part au président des convergences que nous avons développées au cours de nos entretiens, notamment sur la création d'une zone économique spéciale à notre frontière commune avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Mali sait très bien ce qu'il doit au leadership du président Ouattara, parce que pendant la crise que nous avons connue, n'eût été la fermeté et la clairvoyance avec lesquelles il avait dirigé la CEDEAO, probablement nous aurions connu un autre destin. Le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien est en fin de mission. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, et son Altesse royale, le vice-prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz. J'ai remercié M. le Président de la République pour le soutien que j'ai eu au cours de ma mission sur tous les plans et je lui ai transmis également les gratitudes du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a par ailleurs salué le leadership du président Alassane Ouattara avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le pont Félix Houphouët-Boigny est en chantier depuis ce vendredi matin. Vieux de 61 ans, l'ouvrage ploie sous le poids de l'âge. Le Premier ministre Mamadou Coulibaly a procédé ce matin au lancement des travaux de réhabilitation du dit pont. Travaux financés à hauteur de 41 milliards de francs CFA par la coopération française. Noël Niagno. Pont Félix Houphouët-Boigny, 1957-2018. Cela fait 61 ans que cet ouvrage est au service de l'économie ivoirienne et de celle de la sous-région. Seulement voilà, le temps a fait ses effets. Et ces effets ont un coût. Plus de 41 milliards au regard des investissements nécessaires à la réhabilitation du pont. La réhabilitation de cet ouvrage consistera, en ce qui concerne donc l'ouvrage principal, c'est-à-dire le pont lui-même, au renforcement des fondations en lagune
par la réalisation de 56 nouveaux pieux et à la réhabilitation totale des caissons qui supportent le trafic routier et ferroviaire, ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers comme les garde-corps. Vendredi 6 avril 2018, une autre date est à retenir dans l'existence de cet ouvrage stratégique pour l'économie ivoirienne. Le lancement des travaux de sa cure de jouvence par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Financé par la coopération française à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, cet investissement s'inscrit dans une série d'accompagnements de la France et revêt une double signification. Depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire, et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la coopération française pour ce projet structurant qui va booster les performances du pays. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Les travaux sont prévus pour durer 2 ans. Bientôt, une mine d'extraction de bauxite dans la région de Bongouanou. Le projet est en cours et c'est à l'initiative du groupe Lagune Exploitation, un groupe minier ivoirien. Et justement, une délégation de l'entreprise s'est entretenue ce matin avec le vice-président de la République, Daniel Kablandenka. Le bauxite du groupe Lagune Exploitation sera installé dans le village de Bénéné, département de Bongouanou. Ce projet nommé Liseta vise à faire de la région du Moronou un véritable pôle industriel. Il a été présenté ce vendredi au vice-président Daniel Kablandenka. L'investissement initial pour la première partie est de 24 milliards de francs CFA qui compose l'exploitation même de la mine, l'usine de calcination et la base vie, parce qu'il y aura un village minier avec des centres de formation, centres de santé, etc. La deuxième phase, qui est pour l'alumine en poudre, l'investissement sera de 110 milliards de francs CFA pour 500 emplois directs en plus et 1500 emplois indirects. Ensuite, on passe à 84 milliards pour l'alumine pure. Dans ses débuts, le gisement de Bénéné compte produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Le projet Liseta est essentiellement porté par des hommes d'affaires ivoiriens. Les travaux démarreront dans une semaine. Mama Traoré signait ce reportage. Coopération Côte d'Ivoire-Libéria, les relations entre les deux pays se portent très bien et tendent même à être renforcées avec la visite de travail et d'amitié du nouveau président du Libéria, George Weah, qui était donc ici en Côte d'Ivoire. George Weah qui a, lors de son séjour en terre ivoirienne, rencontré la communauté libérienne vivant sur place. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Tous les deux, ils sont ministres des Affaires étrangères, l'un ivoirien et l'autre libérien. Et à leur côté pour cette séance de travail, les membres de leurs délégations respectives. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du séjour ivoirien du président libérien. Au nombre des sujets à l'ordre du jour, la 6e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-libérienne. Cette 6e commission s'est tenue après 39 ans, entre la 5e et la 6e commission, due à la guerre au Libéria et au conflit également que notre pays a connu. Le président George Weah vient d'être élu. Il vient de mettre en place un gouvernement avec de nouveaux ministres, dont 3 sont présents ici, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Transport et le ministre des Relations intérieures. Et nous avons considéré qu'il était important d'avoir avec eux un échange sur les accords signés à l'occasion de cette 6e session de la commission mixte, voir s'ils souhaitaient compléter la liste de ces accords, conformément à la vision du président Weah, et tenir très rapidement une réunion de suivi de la mise en œuvre de ces accords. Mais avant cette séance de travail avec les ministres ivoiriens et libériens des Affaires étrangères, il y a eu la rencontre entre le nouveau président du Libéria et la communauté libérienne en Côte d'Ivoire.
À l'arrivée de George Mané Weah dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, pour ce moment d'échange, c'est l'exultation totale avec en filigrane les drapeaux libériens dans pratiquement toutes les mains brandies en l'air, signe que ce contact avec le nouveau président du Libéria est entendu par ces Libériens en Côte d'Ivoire, signe aussi que loin de leur pays, ils y sont réellement attachés. Voilà, le président du Libéria qui a donc quitté la Côte d'Ivoire il y a de cela quelques heures. De retour au Bercail, après de longs mois passés en Libye dans des conditions précaires, 151 migrants sont rentrés hier en Côte d'Ivoire, leur terre natale. Il s'agit du 10e vol de retour de rapatriement volontaire rendu possible par le gouvernement ivoirien en partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration. On en parle avec Moussa Konaté. Ils sont au nombre de 151 migrants dans ce vol. Parmi eux, des blessés, dont un cas grave. Ces jeunes, partis à la recherche d'une vie meilleure, auraient vécu dans des conditions difficiles en territoire libyen. J'aimerais demander excuse à mes parents aussi, parce qu'ils m'avaient conseillé de ne pas aller, mais j'ai refusé. J'ai fait des choses avec mes parents, je ne pouvais plus me retourner. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc j'ai essayé, je n'ai pas pu. Puis j'ai été au moins kidnappé au moins 3 à 4 fois. Ils m'ont fait travailler pendant 6 mois, 7 mois. C'est le bastonnage la nuit comme le jour. Je vivais à la maison en tant qu'un jouet. J'ai parti en entraînement, bon, un jour c'est venu enlever tol sur nous. Et puis nous a ramassé pour aller dans prison comme ça. C'est dit prison, bon, c'est au dehors, mais c'est sous-sol. Ça veut dire que c'est coup seulement au dehors. Maintenant ta main, le reste c'est en bas de la terre. Même quand tu veux rentrer, on dit déportation volontaire. Tu rentres à la police, ah bon, je vais retourner chez moi. On te fouille, on prend tout ce que tu as, même la carte mémoire, on ne laisse pas. En plus fort de l'argent. Moi-même, ils m'ont pris 1500 €, plus 450 dinars. Par les 450 dinars, c'était mon l'argent de manger. Les 1500 €, c'était sur moi parce qu'il n'y a pas de banque là-bas. Tu ne peux pas déposer de l'argent à la maison aussi. Nous, même si tu as 1 milliard, tu vas te promener avec ça en Libye. Je suis allé me rendre, j'ai dit je vais me retourner chez moi. Et maintenant, on prend tout mon argent, mon téléphone, ma carte mémoire. Maintenant, ils me gardent pendant 2 mois s'ils sont prêts et ils me font partir. Ces migrants, encore sous le choc de l'horreur, bénéficient d'assistance de l'Organisation internationale pour la migration et des autorités ivoiriennes. Les blessés sont automatiquement pris en charge. Les personnes blessées seront immédiatement conduites à la clinique pour une prise en charge des besoins médicaux. Nous avons ici également un urgentiste qui est présent, une infirmière et puis bien sûr le SAMU est là aussi, puisqu'il y a plusieurs migrants qui se plaignent quand même de douleurs ou de maladies causées par le froid ou par les conditions dans les centres de détention. C'est le 10e vol retour de rapatriement volontaire. Depuis le déclenchement de la crise migratoire, près de 2000 personnes ont rejoint la Côte d'Ivoire sur les 7052 dénombrés en Libye. Voilà, on est mieux que je sois. On évoque à présent la campagne de vérification des instruments de mesure lancée hier jeudi par le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Notez qu'elle va s'étendre, cette opération, sur tout le territoire national, ce jusqu'au 5 août prochain. Lanciné Bakayoko. Cette opération nationale de vérification a pour but de s'assurer du bon usage des instruments de mesure, aussi bien dans le commerce que dans les industries. Imaginez-vous, un tensiomètre et autres, d'accord, qui sont mal ajustés, peuvent créer en fait des cas qui sont dramatiques. Et la science de la métrologie en fait est transversale. Elle est partout. Le respect de la mesure devrait permettre de régler les problèmes liés à la fiabilité, à la loyauté et à la transparence dans les transactions et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. L'année dernière, nous avons eu à contrôler plus de 138 000 instruments de mesure et au terme de ces contrôles-là, nous avons dû retirer environ 300 instruments de mesure qui ont été retirés du marché et également détruits. Les opérateurs économiques s'engagent à s'approprier pleinement la mesure qui permettra de livrer des produits au juste prix. Nous accueillons cette campagne avec beaucoup de joie
Nous sommes déjà dans la dynamique. Tous les jours, notre activité consiste à vérifier les instruments de mesure. Ce contrôle des instruments de mesure qui se tient sur toute l'étendue du territoire est bien apprécié par les clients. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis rassuré. La mesure concerne les hôpitaux, les restaurants et pâtisseries, les pharmacies, les boucheries, les poissonneries ainsi que les stations-service. Et on évoque à présent les premières cotisations des emprunts obligataires lancées par le Trésor public en septembre et octobre dernier. Et ces emprunts obligataires, ces premières cotisations livrent leurs résultats. La Bourse régionale des valeurs mobilières enregistre déjà un franc succès. C'est ce que nous explique Justine Sey-Djiké. Dans le cadre de l'exécution de son calendrier d'émission de titres publics en 2017, le Trésor public a lancé au mois de septembre et d'octobre dernier 2 emprunts obligataires avec des caractéristiques identiques sur le marché financier régional dénommé TPCI et 5,95% 2017-2024, de montant indicatif de 100 milliards de francs CFA chacun et sur des maturités de 7 ans avec 2 ans de différé. À l'ouverture de la première cotation de ces 2 emprunts, ce 6 avril, à 9h45 pour la première tranche, le volume échangé était de 1000, soit 10 millions de francs CFA, et pour la deuxième tranche, le volume était 402, soit 4 millions 20 000 francs CFA. En sollicitant à nouveau le marché financier régional de l'UEMOA, en collaboration avec les SGI, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique réaffirme ainsi la position de l'État de Côte d'Ivoire comme l'émetteur de référence du marché financier de l'UEMOA, de par la qualité de sa signature et la régularité de ses interventions. Il me plaît de rappeler que l'introduction à la cote de la BAVM des emprunts TPCI 595 2017-2024 tranche A et TPCI 595 2017-2024 tranche B pour un montant total de 298 667 millions, soit 149% du montant total demandé, et la troisième du genre sur le marché financier régional depuis le début de l'année 2018. C'est donc le lieu de saluer et encourager la détermination des chefs de file et des investisseurs à œuvrer pour la mobilisation de ces ressources sur le marché financier régional en vue du financement des projets d'investissement prévus dans le budget de l'État découlant du Plan national de développement PND 2016-2020. Direction Adzopé, où l'on a célébré hier 5 avril la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, journée célébrée officiellement tous les 24 mars. En Côte d'Ivoire, l'on est passé d'un peu plus de 25 000 cas en 2013 à environ 21 000 en 2017. Satisfaisant, toutefois, la lutte continue. Ami Sissoko. La tuberculose connaît une tendance à la baisse en Côte d'Ivoire. On est passé de 25 299 cas en 2013 à 21 163 cas en 2017. Sur 100 personnes, 83 recouvrent la guérison. Guérison possible grâce à un traitement de 6 mois, comme le témoigne cet ancien malade. J'ai constaté la maladie au ghetto, en filmant avec mes amis. La maladie tuberculose est une maladie qu'on peut guérir. Tu peux avoir la tuberculose et puis être guéri si tu suis le traitement. Nous sommes à la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose à Adzopé, une initiative de l'ONG Alliance et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Journée qui coïncide avec l'inauguration du centre spécialisé de prise en charge de la tuberculose à Adzopé. Le centre d'Adzopé a la particularité d'avoir en sein un dispositif d'hébergement. Donc nous avons 24 lits totalement équipés. C'est toutes les technologies actuelles permettant le diagnostic rapide moléculaire de la tuberculose qui seront utilisées ici à Adzopé. Un centre cofinancé équipé par le Fonds mondial et l'État ivoirien à plus de 250 millions de francs CFA. Il vient compléter le nombre des centres antituberculeux à 315. Une manière de rapprocher les structures de prise en charge des populations en vue de mieux lutter contre cette maladie. Notre action s'appuie sur les agents de santé communautaires qui travaillent à la prévention, donc en donnant les informations à la population. Comment éviter de transmettre la maladie en veillant à se couvrir la bouche lorsqu'on tousse ou on éternue ou à tousser dans le creux de la main. Notre pays est désormais autosuffisant
en centre de prise en charge de la tuberculose au regard de la norme de l'OMS qui est de 1 centre pour 100 000 à 150 000 habitants. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, en 2016, plus de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose et 1 700 000 en sont décédés. En Côte d'Ivoire, sur 21 163 dépistés, dont 1065 enfants, 6% en sont décédés. L'inspection générale de l'éducation nationale, à l'heure de la redynamisation, bientôt 7 régions éducatives verront le jour. C'est entre autres ce qui ressort du séminaire qui a réuni les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et leurs collègues de l'enseignement technique. On fait le point avec Didier Nguessan et Issa Yewo. Être au même niveau d'information pour améliorer le pilotage des performances du système éducatif. C'est l'objectif des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 2 départements qui ont désormais fusionné au sein de la même tutelle. Au cours d'un séminaire tenu à Abidjan les 5 et 6 avril, la ministre Kandia Kamara a encouragé les inspecteurs généraux dans l'exercice de leurs fonctions. Soyez vous-même l'exemple de la compétence et du civisme. Je vous exhorte à abandonner les postures ostentatoires du gendarme tout-puissant. Inspirez du respect plutôt que des craintes. 7 zones éducatives ont été identifiées avec chacune au moins 3 directions régionales. De même, des contrats d'objectifs et de performances seront bientôt introduits comme outils de gestion sur le terrain. Il y a beaucoup de choses que nous contrôlons. Par exemple, de ne pas prendre de frais annexes. Est-ce que ces consignes-là sont respectées à la rentrée? À l'examen, les élèves rentrent avec leur convocation. Est-ce que les convocations sont dans les normes? Tous les enseignants viennent à l'heure, par exemple. L'inspection générale de l'éducation veille à rendre conformes les résultats sur le terrain par rapport aux objectifs de la tutelle. La création du parti unifié à l'ordre du jour de la rencontre hier en fin de soirée du bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains. La direction du parti a appelé ses cadres à mener la réflexion sur la question. Notez qu'un congrès extraordinaire est annoncé pour le 5 mai prochain à Boussanogo. Le Rassemblement des Républicains est résolument engagé dans la création du parti unifié. Une réunion du bureau politique sous la présidence de Henriette Dagri Diabaté entouré de ses vice-présidents et de sa secrétaire générale qui n'avait qu'un seul objectif majeur, faire adopter par la haute instance du parti les travaux du comité de haut niveau du RHDP, notamment le manifeste du parti unifié. Une exigence selon la présidente du RDR. Ce parti garantira la paix et la stabilité de notre pays. Ce parti consolidera la cohésion et l'unité nationale. Ce parti sera le ferment d'un développement durable. C'est pourquoi le bureau politique doit examiner avec responsabilité la question du parti unifié et se prononcer dans une résolution forte. À l'issue de la réunion du bureau politique, le porte-parole du RDR a indiqué que tous les partis sont d'accord pour aller au parti unifié. Les partis membres du RHDP, après donc, les travaux au sein du comité de haut niveau, pour la plupart, ont décidé de valider ou de donner quitus à leur président pour la validation donc, des textes relatifs donc, au parti unifié, notamment le manifeste et les statuts. Et ça a été rappelé aussi au cours donc, de ce bureau politique que le RDR n'envisage pas et n'a jamais envisagé le parti unifié sans les autres partis et membres du RHDP. Et conformément aux conclusions du manifeste qui a été paraphé par tous les partis sans exclusive, le parti unifié se mettra en place avant 2020. S'agissant de la révision de la liste électorale pour les élections municipales et régionales, la direction du RDR a instruit la structure du parti à redynamiser le comité de mobilisation de proximité à l'effet d'identifier et sensibiliser les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Par ailleurs, elle a levé le voile sur ce nouveau chantier, à savoir réactualiser les structures de base, cultiver l'esprit de défense, de loyauté et de soutien mutuel entre le sommet et la base en toutes occasions. Et enfin, le bureau politique donne mandat à la direction du parti de convoquer
Pour le 5 mai prochain, à Abidjan, un congrès extraordinaire à l'effet d'adopter le projet de test du parti unifié tel que arrêté dans le cadre du comité de haut niveau. Dans la région de Gbeke, le président de la Fédération républicaine pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, sensibilise à la paix et à la cohésion sociale. Charles Niaoré a rencontré les populations du quartier Maroc de Bouaké. Abou Sanogo. Le député de Bouaké commune, Charles Niaoré, à la rencontre des associations de femmes du quartier Maroc à Bouaké, sonner la mobilisation autour des actions du président de la République Alassane Ouattara. C'est le sens de la visite du député Charles Niaoré, par ailleurs président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, qui a saisi l'occasion pour inviter ces femmes à l'unité et au rassemblement autour des œuvres du président de la République et de son gouvernement. Les inviter à l'union, à la mobilisation autour des ambitions et de la vision du chef de l'État Alassane Ouattara à travers donc la création du parti unifié RHDP. Pour nous, c'est une politique de vision, c'est une politique qui vise à offrir à notre Côte d'Ivoire, à notre pays, la stabilité, le développement, gage donc d'emploi pour les jeunes, gage d'autonomie pour les femmes. Charles Niaoré est allé à la rencontre des femmes de Bouaké, les mains chargées. Les différentes associations féminines ont reçu des ustensiles et des chaises pour leur autonomisation. Il nous avait déjà promis. Donc, il est venu, disons, honorer ce qu'il avait déjà dit. Donc, nous sommes énormément heureux de penser à nous et de nous envoyer aussi ces cadeaux que nous désirons tous. Les populations du quartier Maroc ont égrené un chapelet de doléances, notamment l'électrification de leur quartier et la construction d'un centre de santé. On poursuit en images avec l'agence de presse de Côte d'Ivoire qui a donc procédé jeudi 5 et vendredi 6 avril à une séance de formation des correspondants de presse pigistes. Thème retenu pour cette séance de formation, les correspondants de presse face aux défis de la proactivité, objectif, formation continue et acquisition de connaissances nouvelles. Le dialogue politique inter-togolais, toujours dans l'impasse, après plusieurs semaines d'interruption, gouvernement et opposition n'ont pu reprendre les discussions le 26 mars dernier comme prévu pour donc un dénouement de la crise qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs mois. ONG et associations africaines de la société civile ont décidé de monter au créneau. Elles se sont rencontrées à Lomé. Alexis Ouedraogo. Suspendu le 23 février, le dialogue politique intertogolais était annoncé pour reprendre le 26 mars dernier. Mais jusqu'ici, aucun signe des deux parties. La plateforme des ONG et associations africaines pour la démocratie s'invite dans la recherche de solutions. Elle souhaite que l'opposition saisisse la main tendue du dialogue. Oui au dialogue politique franc, direct, sans tabou. D'où sortira cette colombe d'une paix véritablement établie au Togo, dans les cœurs et l'esprit. Le chef d'État a lancé, il faut être à deux pour dialoguer. Je tends la main à la classe politique. Asseyons-nous pour dégager une solution idoine. La mise en œuvre de ce dialogue conduit par le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait pourtant suscité beaucoup d'espoir. Il y a eu l'annonce le 19 janvier de la libération de 35 personnes détenues dans le cadre des manifestations dans le pays, suivi 2 jours après de la libération de 6 détenus dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. En dehors toutefois des mesures d'apaisement que réclame l'opposition, le principal point de discorde reste le retour à la Constitution de 92. L'opposition avance qu'elle ne pourrait en aucun cas accepter un accord qui permette au président actuel de se présenter en 2020. Nous voulons que le retour de la Constitution, nous voulons que les choses changent vraiment, que nos droits soient respectés, que les choses changent vraiment. 2 mandats c'est bon, un 3e mandat c'est pas possible. Les partisans de Faure Gnassingbé estiment que cette perspective n'est qu'une pure vue de l'esprit. Pour eux, la question d'une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé à l'issue de son mandat ne saurait faire l'objet de discussions. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inquiets de l'instabilité que pourrait engendrer la crise togolaise, ont appelé pouvoir et opposition au dialogue. Et on termine en images en Afrique du Sud. Le procès de l'ex-président Jacob Zuma
a été reporté. L'ancien chef de l'État sud-africain comparaissait ce vendredi matin devant un tribunal de Durban pour fraude et blanchiment d'argent, également pour corruption. Mais à peine l'audience commençait que le procès a été reporté au 8 juillet prochain. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.